Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité permanent du Conseil sur les stratégies et les politiques publiques. Alors, comme juste encore pour le rappeler à tout le monde, c'est une réunion où il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais où les gens font des présentations, que ce soit du public ou du personnel, qui viennent faire des présentations sur différents sujets, soit à venir ou en matière d'information pour aviser le conseil municipal de leur situation particulière. Puis justement, le premier groupe. Puis ce soir, vraiment, c'est surtout des agences avec qui on fait affaire présentement, des agences que l'on supporte financièrement pour s'assurer que les membres du conseil ont de l'information, parce que des fois, les citoyens posent des questions sur l'argent qui est donné dans des subventions pour différents comités, différentes associations. Alors, c'était vraiment le focus pour ce soir. Et le premier groupe, évidemment, c'est Repère Jeunesse ou Dieppe Boys and Girls Club. Alors, sans plus tarder, je demanderai à Mme Paula Albers de s'avancer au podium puis faire la présentation. As soon as I turn on the microphone, Et dès que j'allume le micro, tout ira bien mieux. Et je suis la directrice de Père Jeunesse de Dieppe. Je vais vous parler ce soir en anglais. Je parle seulement un peu de français, mais je prends. Welcome. Alors, bienvenue. Alors, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Je vous remercie de nous avoir invités à venir vous parler. J'ai commencé avec le repère des garçons et filles il y a à peu près 4 mois à Dieppe. Et j'ai été agréablement surprise lorsque je suis rentré dans le bâtiment et que j'ai vu la taille et l'installation que nous avions. Et ensuite, j'ai appris que c'était donné par la ville de Dieppe. Alors là, j'ai été très, très, très surprise. Et j'ai appris au cours des 4 derniers mois que la ville nous a appuyés énormément au cours de ces 44 années que nous sommes ici. Et comme vous le savez, nous sommes dans une collectivité où il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent pour les enfants et les jeunes. Donc cet établissement, en fait, offre énormément aux jeunes. Alors je vais vous parler un petit peu ce soir de l'aide que vous nous donnez, ce que ça nous permet de faire pour la collectivité. Et puis pas seulement pour la collectivité, mais partout à Dieppe, parce que nous desservons aussi toutes les collectivités. Donc, il y a quelques années, en fait, vous nous avez donné avec un mur d'escalade. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous, ici, de venir le voir, mais c'est assez incroyable. En fait, l'établissement est incroyable. Alors, nous travaillons à faire des partenariats avec les écoles pour essayer de faire venir les jeunes des écoles. Tous nos membres, en fait, peuvent se servir du mur de façon gratuite et si il y a des activités de la ville, nous faisons des partenariats pour toutes les activités qui ont lieu au sein de l'école et on ouvre les portes gratuitement pour la collectivité. On va ouvrir les samedis aussi et ça donnera, on l'espère, donner l'occasion à des gens qui normalement n'ont pas l'occasion de venir. Parce que je sais qu'il y a un autre établissement avec un mur d'escalade quelque part à Moncton, mais c'est assez cher. Alors beaucoup de nos jeunes et de nos familles ne pourraient pas se le payer. Donc ça a été très bon pour nous ici à Dieppe. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le club, c'est un mouvement pan-canadien. Alors, nous faisons partie d'une plus grosse organisation. Notre mission, c'est que tous les pour tous les clubs, c'est pour avoir des endroits sécuritaires où les jeunes peuvent vivre de nouvelles expériences et essayer de faire détruire les barrières et d'établir des bonnes relations. Alors nous sommes capables de faire cela et si nous assurons que nous avons le personnel qui se concentre sur le jeune et tous les problèmes qui pourraient présenter des défis aux jeunes. Quelquefois, ce n'est pas
énorme. Quelquefois, écoutez, ils ne meurent pas de faim. Alors, quelquefois, ils ont besoin d'un petit peu plus d'attention. Qu'ils écoutent les enfants parler de leurs écoles, de l'école. Mais quelquefois, il y a des difficultés où il y a eu des enfants qui sont venus pour demander particulièrement à parler à un membre du personnel parce qu'il y avait une difficulté. Et c'est absolument incroyable de savoir que ces adultes sont là et que les jeunes peuvent aller les voir lorsqu'il n'y a personne d'autre à qui ils peuvent s'adresser. Ça nous aide alors à réaliser notre mission. C'est un endroit qui appuie les jeunes. Alors nous avons un bâtiment qui est bien entretenu. Vous êtes au courant de cela, évidemment. Et ça nous donne l'occasion d'offrir différents programmes. Parce que nous avons un gymnase, parce que nous avons tellement de différentes salles, on peut offrir différentes activités, même en même temps. Alors on peut par exemple avoir les devoirs en même temps qu'une activité au gymnase et ensuite un programme de santé mentale. Et tout ça, ça peut se passer en même temps grâce au bâtiment que nous avons. Alors, ces 5 aspects sont nos valeurs. L'appartenance, le respect, l'encouragement, travailler ensemble et s'exprimer. Et dans tout ce que nous faisons, nous assurons de nous référer toujours à ces 5 valeurs. Nous accueillons tout le monde dans un environnement sécuritaire en matière d'appartenance. Ce n'est pas seulement les enfants, les familles, mais le personnel aussi, c'est la collectivité. Tout le monde est la bienvenue. On veut que tout le monde ait ce sens, ce sentiment d'appartenance. Le respect, nous assurons que les jeunes, les enfants, le personnel, on va s'assurer que tout le monde soit traité correctement. Et tout le monde se fait entendre. Quelquefois, les enfants, ils ont l'impression de ne pas se faire entendre. Leurs désirs, leurs besoins, leurs souhaits, on n'y prête pas attention. Mais ça, c'est important pour l'encouragement, l'appui, évidemment. Chaque jeune, chaque enfant doit être capable de réaliser ses rêves. C'est important pour nous. Nous croyons que tout enfant est capable de réaliser ses rêves s'il a les bons outils. Donc, selon nous, c'est un des buts importants, c'est de leur donner ces outils pour que plus tard dans la vie, ils peuvent réaliser leurs rêves. Travailler ensemble avec les jeunes, les familles, les bénévoles, la collectivité, le gouvernement. Et sans cela, ce serait impossible d'offrir les programmes que nous avons et se faire entendre. Nous sommes le porte-parole des enfants et des familles pour que le monde soit meilleur. C'est aussi simple quelquefois que, si les enfants ont l'impression qu'il n'y a pas assez de terrain de jeu dans la région, on va peut-être essayer de voir si on peut faire quelque chose. On veut leur montrer que nous les respectons, qu'on est là pour eux et qu'on est là pour s'occuper de leurs projets. Et voici ce que je préfère, la vision. Tous les jeunes réalisent leurs rêves et grandissent en s'épanouissant, en participant de façon active à la société. Alors, il y a toutes sortes de programmes. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est trop complexe, mais nous nous servons de cette vision pour nous assurer que chaque enfant puisse s'épanouir. On va desservir peut-être une centaine d'enfants, mais pour nous, chaque enfant est un individu défini. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes désirs, ni les mêmes rêves. Alors, il faut s'assurer que chaque enfant a la chance de découvrir et de réaliser ses rêves. C'est important. C'est ça qui fait grandir notre collectivité vers un meilleur avenir. Alors, il y a beaucoup de choses ici qu'on voit sur la liste. Ce sont des choses que nous faisons. Mais le club des garçons et filles de Dieppe, nos programmes changent d'une année à une autre selon les besoins des jeunes. Alors, une année, on va peut-être offrir des programmes et il y a peut-être 4 ou 5 jeunes qui étaient intéressés à ce programme. Alors, l'année suivante, on va peut-être le laisser tomber et essayer quelque chose de nouveau. Et puis, on réessayera l'année subséquente. Certaines de moi, c'est faire travailler les méninges. Ça, c'est la santé mentale, le mieux-être. Et c'est un groupe d'enfants de même âge. Et c'est fait de façon relaxe, avec le jeu. Et ensuite, on a la nourriture des nations. Ça aide les familles, les enfants à en apprendre sur les bons choix alimentaires.
comment préparer la nourriture et même comment la faire pousser aussi. On offre un souper pour les familles chaque mois pour la famille, et les membres de la communauté sont là. Mais, en gros, c'est pour les jeunes et leurs familles, mais c'est ouvert à tout le monde. On fait un autre programme aussi, dont vous êtes peut-être au courant, parce qu'on le trouve dans le système scolaire. On envoie à la maison pendant la fin de semaine et pendant les étés, on envoie de l'alimentation saine, parce qu'on sait que les enfants ne vont pas avoir accès à certains aliments. Donc on veut s'assurer qu'ils auront cela pour s'assurer que tout le monde dans la famille obtient les éléments nutritionnels nécessaires. Il y a un programme de devoir, on fait du tutorat aussi. C'est un autre aspect important pour les enfants, parce que certains d'entre eux vont peut-être être en retard, et une fois qu'ils sont un petit peu qu'ils ont pris du retard, il va y avoir du découragement, et là leurs rêves prennent le bord. Alors on veut qu'ils soient capables de parler de ce dont ils sont intéressants, de ce qui les intéresse, plutôt que de s'asseoir par exemple à faire un devoir, etc. On va trouver une façon de faire ce genre de choses, mais d'une façon qui va les intéresser. Et peut-être qu'ainsi on découvrira ce qui les passionne. Power Up, c'est une autre chose sur le mentorat et le tutorat. Keystone, c'est un programme de leadership. Ça commence avec nos plus jeunes, de 10 ans à 12 ans. C'est des programmes de pré-leadership où ils apprennent des choix sains, en apprendre sur le leadership, etc. Ensuite, ils peuvent aller à la Torch Club, qui est un autre programme de leadership. Le Torch Club, c'est plus quelque chose où il y aura activité. En fait, il faut qu'ils se rendent dans la collectivité, ils vont faire du travail de bénévolat, ils font des prélèvements de fonds pour des activités qu'ils voudraient peut-être tenir. Et ensuite, il y a d'autres choses. C'est pour l'habilitation, des programmes en matière d'estime de soi, l'image du corps, sexualité, etc. Et on le sait, ce sont des sujets qui sont très à la une à l'heure actuelle. Donc, il faut vraiment en parler avec eux. Ah, ça, ce sont les programmes dont je parlais. Et encore une fois, ça change d'une année à une autre. Et évidemment, nous offrons beaucoup plus. Je ne pouvais pas tous les mettre ici, sinon j'y serais ici pendant des heures. Mais je vous invite en tout temps à venir nous voir au club. Vous seriez étonné de voir ce qui se passe à tout moment, que ce soit à 7 h le matin ou à 19 h. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et vous verrez des âges, bon, il y en a de 2 ans, il y en a jusqu'à 18 ans. Alors, on ratisse très large. Alors, nous avons des rêves, oui, bien sûr. Agrandir notre programme. À l'heure actuelle, on est complet. On a ce énorme bâtiment qu'on nous donne et nous sommes complets. On ne peut pas y ajouter un autre programme à l'heure actuelle. Nous sommes ouverts 5 soirs par semaine, les samedis, il y a des activités spéciales, des espèces de camps, quelque chose de ce genre-là. Un de nos rêves aussi, c'est d'avoir une salle pour la technologie, pour faire du codage, du tutorat. Il y a beaucoup de jeunes chez nous n'ont pas accès à cette technologie à la maison, alors on veut leur donner l'occasion de ne pas prendre du retard dans les nouvelles technologies. Et on parle aussi des programmes dans une école. On cherche à avoir d'autres programmes aussi. On espère peut-être d'avoir la flexibilité de ménage. Et puis des leaderships pour les adolescents. L'organisation canadienne nous donne la possibilité d'avoir des bourses pour nos adolescents. Il y a différents programmes, différentes bourses. Alors, c'est pas toujours en matière d'académie. On sait qu'il y a du leadership, il y a toutes sortes de différents programmes auxquels ils peuvent avoir accès.
Alors, à l'actuel, on a 20 membres du personnel et j'en suis fier. Nous avons grandi pas mal, comme ça. Nous avions environ 50 bénévoles. Et encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait, sur les jeunes. On dessert environ 1500 enfants et jeunes, des activités spéciales, ce genre de choses. D'une façon régulière, pendant la semaine, on dessert des centaines. Alors, on est très fiers de cela. Au cours de l'année normale, nous desservons 11 200 et quelques collations ou repas. C'est quelque chose dont on est fier parce qu'on sait tous et toutes que la question alimentaire en est une qui est difficile pour certaines personnes. Et le plus important, c'est qu'on se concentre sur s'assurer que les enfants puissent atteindre leur potentiel et qu'ils puissent s'épanouir de leur mieux. L'avenir commence ici. Et ça, c'est notre point de concentration le plus important. C'est de donner aux jeunes un bon départ, leur donner les outils dont ils nécessaires pour devenir productifs, heureux, qu'ils réussissent et qu'ils soient membres participants de notre collectivité. Alors, merci de votre présentation, Madame Albers. Alors, y a-t-il des questions des membres du Conseil? Madame Arsenault. Madame Elders, je pense que vous faites du très beau travail, selon ce que vous dites, surtout seulement après 4 mois. Avec 20 membres du personnel et 50 bénévoles, vous paraissez en faire énormément. Vous dites que dans notre collectivité, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les jeunes. Et oui, il faut être frère. Et parce que votre énoncé de mission, il est très bon pour tout le monde. Je pense que vous faites beaucoup de bien là. Alors oui, certainement, vous pouvez vous vanter. Et comme vous le savez, nous, les adultes et les enfants, nous apprenons bien lorsque c'est amusant. Alors, lorsque vous rendez les choses amusantes, c'est phénoménal. Et oui, et votre mur d'escalade est très beau, je l'ai vu. J'ai une question. La formation pour la technologie, le mentorat avec des éducateurs temps plein. Comment est-ce que vous vous orientiez vers ça avec des éducateurs à temps plein? Nous avons du personnel qui pourrait aller à différents endroits parce que les programmes sont à différentes heures. On peut faire... notre personnel est mobile. Mais à l'heure actuelle, on cherche des bourses pour la technologie, pour les ordinateurs et pour les programmes. Il y a une salle que nous pouvons rénover, la transformer en une salle technologique, ou alors si on peut avoir des ordinateurs portatifs, on n'aurait pas besoin de la salle. Alors c'est un défi maintenant. On a des bénévoles à l'heure actuelle qui sont prêts à travailler, ceux qui sont de la communauté, de la collectivité, mais le plus gros défaut à l'heure actuelle, c'est de trouver le financement pour les ordinateurs. Merci. Bien, écoutez, je suis très impressionné. Merci. Monsieur Thibaudot. Je sais que vous avez beaucoup de programmes. Je sais que vous avez des francophones, des anglophones qui assistent à vos activités. Est-ce que vous avez les programmes? Les programmes sont-ils bilingues ou anglais et français? Oui, on fait un petit peu des deux. Bilingue, tout est bilingue. Quelques activités se tiennent en français. S'ils sont tous français, il y en a qui se tiennent en anglais. Ça dépend des besoins des enfants qui sont au programme ou des parents auxquels nous parlons. Et j'en ai du personnel, pas mal de personnel en français. Et ils m'aident à moi à m'intégrer à la langue française. Mais oui, pour répondre à votre question, nous avons du bilingue. Pas beaucoup de séparés anglais, séparés français, à moins qu'il y ait des demandes de tutorat dans l'une langue ou l'autre. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions de la part du Conseil?
Moi aussi, je voudrais vous féliciter pour votre beau travail au Club des garçons et filles, les programmes. Certainement, l'organisation nationale est fantastique. J'ai eu le privilège d'en être le président du repère des garçons et filles de Dieppe. Alors, pendant plusieurs années, alors, je suis content de voir que le bâtiment est en bonne forme, surtout un bâtiment de son âge, mais certainement, ça dessert certainement la collectivité. Quel genre d'effort y a-t-il de fait pour... parce que je sais qu'un des grands défis, c'était d'agrandir le programme pour le faire passer de la région Lakeburn au reste de la collectivité et vice-versa. Oui, et ça, c'est un de mes mandats. Lorsque j'arrivais, c'est de commencer à m'agrandir. Alors, un des buts, c'est d'intégrer le système scolaire. Ça veut dire que j'ai plusieurs francophones et du personnel qui vont s'y rendre et pour essayer de faire fonctionner, d'intégrer des programmes. Aussi, je vais essayer de tendre la main à d'autres organisations qui sont dans notre région. Et je commence maintenant à faire du réseautage pour trouver d'autres endroits, d'autres régions. Nous pourrions offrir les programmes. Alors là, on irait faire une activité à eux pour qu'ils soient au courant. Et avec cela, on a 2 autobus à l'heure actuelle. Ils ne sont pas dans la meilleure des formes, mais on cherche à les remplacer. Est-ce qu'on voudrait commencer? C'est peut-être un système de ramassage, là où les jeunes pourraient se réunir à un certain endroit, on irait les chercher, puis on irait les rapporter. Ou les ramener une fois que le programme est fini. On espère pouvoir faire ça au cours de l'année qui vient. Je sais qu'il y a eu des changements récents au club de garçons et filles de Moncton, mais un des défis qu'ils ont eu, d'un côté c'est un défi, mais c'est une occasion aussi, c'est la quantité d'enfants d'immigrants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche aussi? Oui, je dirais qu'au moins 1/3 de nos enfants sont des immigrants récents. C'est super, ça a très bien fonctionné pour nous, parce que les enfants sont accueillis et tout le monde a très hâte d'en apprendre de nouvelles choses. Même avec le programme de cuisine, ils vont nous parler, nous apprendre un petit peu ce qu'ils mangent, etc. Donc, ils ont appris à nos enfants des jeux après école, des choses que nous ne ferions pas ici. Donc, alors, ça a été une expérience très positive pour nous. Merci de votre temps et... Mes commentaires soulèvent-ils des questions? Non? Alors voilà, c'est très bien. Merci d'être venu nous voir ce soir et puis continuer votre beau travail. Merci de m'avoir accueilli. Je suis très reconnaissant. Et l'offre est ouverte. Venez nous voir n'importe quand. Merci. Alors, prochaine présentation de l'Université de Moncton. Si les gens de l'université ne sont pas ici, on va procéder avec la présentation du ou des représentants de l'Institut de recherche. Ah, ils sont dehors, OK. Je croyais que j'avais vu. C'est toujours bien de voir la collaboration entre l'Université de Moncton et l'Institut de recherche. M. Couturier, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Nous étant dans ce cas-ci, bien entendu, l'Université de Moncton. Alors, c'est pour moi un privilège, d'autant plus que je suis un citoyen de Dieppe. Donc, c'est un double privilège à cet égard-là. Alors, ce soir, je veux vous parler brièvement de la campagne Évolution de l'Université de Moncton et plus spécifiquement de vous rendre compte de comment, au fil du temps, les dons de la ville de Dieppe ont été utilisés dans le cadre de la campagne. Alors,
Première chose, et c'est une bonne nouvelle pour l'Université de Moncton, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde en Acadie, la campagne financière de l'Université de Moncton progresse bien. Je vous rappelle que notre objectif initial était de 50 millions de dollars. Actuellement, nous sommes à 40 millions sur cet objectif de 50 millions. Dans les prochains mois, on compte bien retrousser nos manches pour atteindre notre objectif de 50 millions d'ici le mois de juin prochain. On a une date en tête, c'est le 19 juin. Le 19 juin, c'est le jour de la fête de l'université, la date de la création de l'Université de Moncton en 1963. Donc, on aimerait tout à fait atteindre cet objectif au mois de juin 2020. En quelques mots, la présence de la ville de Dieppe à l'Université de Moncton, elle prend plusieurs formes, bien entendu. Elle prend forme dans un premier temps de par les diplômés de l'université qui sont ici, qui sont des citoyens de la ville de Dieppe. Donc au total, c'est 3700 diplômés de l'Université de Moncton qui habitent à Dieppe. Il y a également un bon nombre de nos employés qui résident à Dieppe, donc 225 selon nos dernières données. Actuellement, pour la rentrée de septembre 2019, il y a près de 500 étudiantes et étudiants de Dieppe qui sont inscrits à l'Université de Moncton à temps complet et un certain nombre aussi à temps partiel. J'en profite aussi pour vous donner en primeur une information, donc on va l'annoncer dans les prochains jours. Les inscriptions sont légèrement à la hausse, encore une fois, à l'Université de Moncton cette année. Dans le contexte démographique actuel du Nouveau-Brunswick, le mot « légèrement » a tout son sens. C'est une très bonne nouvelle pour l'Université de Moncton. Les dons de la ville de Dieppe jusqu'à présent, donc la ville a été très généreuse à l'égard de son université, de l'Université de Moncton. Donc, un premier don dans le cadre de la campagne Impact, un deuxième don dans la campagne Excellence et cette fois-ci un troisième don d'un demi-million dans le cadre de la campagne Évolution, ce qui fait de la ville de Dieppe un donateur important dans l'histoire de l'Université de Moncton. En quelques mots, comment les dons ont été répartis au fil du temps. Donc, dans le cadre de la campagne Impact, il y avait deux fonds qui avaient été ciblés, un fonds pour le génie électrique et un fonds de bourse Fernand Arsenault. Dans la campagne Excellence, un total de 500 000 $. Alors, dans ce cas-ci, ce qui avait été priorisé, c'est les études acadiennes, donc le Centre d'études acadiennes, également la chaire d'études acadiennes et la création d'un fonds de bourse d'une valeur de 350 000 $. Dans le cadre de la campagne Évolution, finalement, un don de 500 000 $. Encore une fois, une priorisation pour les études acadiennes et je dois vous en remercier parce que, comme vous le savez, c'est un élément distinctif de l'Université de Moncton. C'est un élément qui est porteur de connaissances pour la société acadienne et donc c'est tout à fait pour nous important d'avoir un appui pour faire croître les études acadiennes à l'Université de Moncton. Un don au fonds de bourse de la ville de Dieppe, un autre don, un fonds de bourse cette fois-ci qui est ciblé pour des étudiants athlètes, donc pour les aigles bleus masculins et féminins. La valeur marchande du fonds de bourse de la ville de Dieppe actuellement est de 550 000 $. Donc ça, c'est une somme qui est en dotation et ce sont uniquement les revenus de cette dotation-là qui sont utilisés pour donner les bourses que j'ai évoquées tout à l'heure. Actuellement, il y a 7 étudiantes et étudiants qui ont reçu des bourses pour une valeur de 14 000 $ dans le cadre d'une année. Le fonds de bourse ciblé pour les aigles bleus, celui-là actuellement a une valeur marchande de 105 000 $. Les premières bourses n'ont pas été octroyées encore. Il fallait attendre d'avoir les fonds, de les laisser fructifier. Si on peut utiliser ce mot-là dans le contexte des marchés actuellement, pour pouvoir avoir éventuellement les revenus pour pouvoir donner les bourses. Je
termine peut-être en vous parlant brièvement de la campagne Évolution. J'y ai fait référence au point de départ. Donc, la campagne Évolution avait plusieurs cibles, plusieurs projets, mais ultimement, quand on fait la somme de tout ce qu'on souhaite accomplir, 2 grandes priorités. La première priorité, c'est celle de l'expérience étudiante. Alors, à l'Université de Moncton, la priorité est vraiment donnée tout de suite à la valorisation, à la bonification de l'expérience étudiante. C'est un élément qui nous caractérise, c'est un élément qui est distinctif et on a besoin d'un appui encore plus important pour transformer l'expérience étudiante, pour faire en sorte que l'étudiante ou l'étudiant qui nous choisit, parce qu'aujourd'hui, l'étudiante ou l'étudiant a le choix de nous choisir. L'offre est très, très grande. Donc, l'étudiant qui nous choisit sent qu'on va l'accompagner dans son parcours d'études. Donc, il n'est pas chez nous uniquement pour faire des cours, mais qu'il a un projet d'études qu'il va pouvoir réaliser à l'Université de Moncton parce qu'on va l'appuyer de différentes manières. On va l'appuyer du point de vue de la réussite en lui offrant du mentorat, du tutorat. On va l'appuyer en lui donnant du financement pour réaliser des activités étudiantes exceptionnelles. Nos étudiants en ingénierie, par exemple, qui vont à des concours de robotique, bien, ils ont besoin d'être appuyés et ça nourrit par la suite leur apprentissage en salle de classe. Donc, ce sont des choses qui sont importantes comme ça pour nous. Le deuxième volet, c'est la recherche et l'innovation. Donc, de différentes manières, on souhaite à bonifier nos activités dans ces domaines. Votre contribution, par exemple, est liée aux études acadiennes. C'est une activité importante pour l'Université de Moncton. C'est un secteur de recherche qui est important pour l'Acadie dans son ensemble. Donc, on veut avoir une plus grande capacité dans ces domaines-là. Pour nous, les prochaines étapes, elles sont claires. Donc, il s'agit de finir notre campagne financière. Et pour nous, finir la campagne financière, ça veut dire, bien entendu, atteindre notre objectif financier, mais ça veut dire plus que ça également. Ça veut dire de profiter de cette occasion-là également pour entretenir la conversation avec nos diplômés, avec les amis de l'Université de Moncton. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez voir se déployer différentes initiatives pour renforcer cette communication. Donc, on veut mesurer le succès de la campagne Évolution, pas simplement à l'atteinte de l'objectif financier, mais aussi à l'aune du rapprochement avec nos diplômés, avec les amis de l'université. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants et on veut ultimement mieux positionner l'Université de Moncton pour relever les défis des 10-20 prochaines années. Donc, c'est ça l'essence de notre campagne Évolution. Alors, je vais terminer là-dessus en vous disant à nouveau merci. La contribution de la ville de Dieppe a joué un rôle clé dans le démarrage de notre campagne et la contribution de la ville de Dieppe va véritablement contribuer à l'évolution de l'université. Donc, merci. Et si vous avez des questions, bien entendu, ça me fait plaisir d'y répondre. Bien, justement, j'espère qu'il y aura des questions parce que l'un des buts de vous demander de venir ici ce soir, c'est justement d'informer les membres du Conseil de façon à ce qu'ils puissent répondre à nos citoyens où vont les argents des différents programmes de subventions qu'on a. Tantôt, vous avez été précédé par le représentant du Club de garçons et filles de Dieppe et vous serez suivi de l'Institut de recherche et de M. Ouellet. Et c'est ça. Alors, et je vois que les micros s'allument. M. Alain, fin gradué de l'Université de Moncton. C'est bien ça. Merci beaucoup, M. Muir. M. Lacteur, merci pour la présentation. C'était super. Et oui, c'est pour nous, moi, je vois ça, l'argent qu'on a octroyé à l'Université de Moncton, c'est plus un investissement, non seulement dans la communauté, mais un investissement dans l'avenir. Je vois beaucoup avec nos projets. On travaille déjà ensemble, la Maison d'Oiron, on peut voir les centres d'études acadiennes. Chez nous, à Impérial, mon boulot à tous les jours, au niveau de l'automatisation, c'est une solution de ressources humaines à la fin de la journée. Donc, c'est ça. Donc, pour nous, moi, je suis convaincu que nos argents vont aller de l'avant et j'espère que vous atteignez votre 50 millions le 19 juin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Madame Arsenault. Merci, M. le maire.
voulais simplement dire merci pour le beau travail. Puis aussi félicitations parce que ça fait déjà passé 50 ans, 56 ans que l'université existe. On est bien fiers de l'université. Puis nous, plusieurs de nous autres qui est diplômés de l'Université de Moncton, nous en sommes très fiers. Merci beaucoup. On dit souvent que serait l'Acadie sans l'Université de Moncton? Et moi, j'aime aussi dire que sera l'Acadie grâce à l'Université de Moncton. Donc, je m'arrête là-dessus. Je pense qu'on pense de la même manière. Oui, c'est beau. Merci. M. Godette. Merci, M. le maire. Félicitations pour le travail. 40 millions, c'est pas donné. J'aimerais savoir les 3 campus. De quelle façon que cette campagne-là est structurée pour répondre aux besoins des 3 campus? Est-ce que l'argent qui provient d'une région reste dans une région ou est-ce que c'est en général une distribution qui se fait? La réponse simple à votre question, c'est que chaque donateur décide de l'allocation de ses fonds. Donc, il y a certains donateurs qui vont privilégier un campus ou qui vont même privilégier un programme d'études ou une activité spécifique, alors qu'il y a d'autres donateurs qui vont avoir une approche qui est provinciale. Donc, des entreprises ou des corporations qui font affaire dans les différentes régions de la province vont avoir tendance à vouloir avoir un impact dans chacune des régions francophones, alors qu'il y a d'autres organisations qui sont plus liées à un lieu géographique, à un territoire spécifique, vont orienter leurs fonds. Donc, ultimement, sur le 40 millions, il y a une répartition qui est différente de celle qu'on pourrait peut-être penser de prime abord, donc une répartition en fonction de 3 campus ou une répartition en fonction de la population étudiante. C'est véritablement en fonction des intentions de chaque donateur que la répartition des fonds se fait. D'accord. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Alors, moi, j'en ai une. Je pense que c'est plutôt presque comme des vœux pieux. Je pense qu'on est né, si on mesure les différentes générations aux 10 à 15 ans, nous en sommes maintenant une 4e génération d'étudiants à l'Université de Moncton. Et je pense qu'on doit vraiment encourager cette habitude de réinvestir dans notre université. Des fois, quand on pense à des programmes, certains programmes, que les plus grosses universités, les plus vieilles universités, depuis longtemps, ont pris cette habitude au niveau des étudiants. Et j'espère que l'Association des anciens va travailler fort, continuer à travailler fort, à s'assurer que les gradués de l'Université de Moncton redonnent à leur université de façon à pouvoir continuer l'excellent travail qui est fait. Et d'ailleurs, je veux, au nom du conseil municipal, vous remercier pour l'excellent travail que vous faites depuis déjà quelques années. Ça va nous déplaire de vous perdre quand le temps viendra, mais c'est là qu'on est rendu. Merci bien. Merci bien, ça m'a fait plaisir. Merci, bonne continuation. Bonne soirée. Merci. Est prêt? Monsieur Rodney Wallet, s'il vous plaît, pour l'Institut de recherche du cancer en Atlantique. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil. Merci beaucoup de l'opportunité de venir vous parler de notre campagne. Je ne savais pas que j'allais passer après le recteur. C'est toujours difficile de suivre. Le recteur, il est tellement smooth. Oui, oui. Donc, merci. Nous, j'ai quelques audiovisuels, mais je vais le garder pour la fin. Donc, je vais vous parler de la campagne de financement qui s'est terminée au mois de mars de cette année. C'était notre campagne appelée « La recherche sur le cancer sauve des vies ». C'est une campagne de 5 ans. L'objectif, c'était notre deuxième, la première étant la campagne découverte. C'était une campagne qui visait à amasser 5 millions de dollars en 5 ans. Ce qui a été réussi, ça a été très difficile. Il y a beaucoup de compétition, puis c'est difficile d'être sur le marché, si on veut, pour l'appui des donateurs. Donc,
on sollicite bien sûr des organismes et des municipalités également. La Ville de Dieppe avait commis à contribuer 50 000 dans cette campagne-là, ce qui était très bien, qui a été reçu. Donc, merci beaucoup de la part de l'Institut. Nous, la campagne, un peu différemment de l'université, le but, c'était pas nécessairement de faire des placements, mais plutôt pour créer du levier. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça coupe. Oui. Donc, le 5 millions que nous avons réussi à amasser au fil des 5 ans a été utilisé comme contrepartie pour des opportunités de subventions à laquelle nous avons appliqué. Donc, on peut dire que le 5 millions qu'on a amassé a créé presque du 3 pour 1 finalement en termes de retour sur l'investissement. Donc, on a pu aller chercher des subventions de fonctionnement, des subventions également pour l'achat d'équipements et ainsi de suite. Donc, les projets qu'on a pu mettre en œuvre avec ces investissements-là sont très variés. Ils touchent différents aspects de la médecine de précision, comme on l'appelle, pour essayer d'amener des solutions pour les patients qui sont atteints de cancer. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Institut, on est un organisme à but non lucratif. On a été créé par l'hôpital Dr Georges L. Dumont une vingtaine d'années passées. C'est notre année d'anniversaire, si on veut, de 20e. Et le but, c'est de contribuer à des solutions pour le cancer. Puis on essaye de contribuer à l'effort mondial qui est le défi de trouver des traitements pour le cancer. Donc, les genres de thématiques qu'on poursuit sont dans différents domaines. On essaye d'utiliser des nouvelles technologies, mais également des découvertes qu'on a faites sur place pour essayer d'améliorer le sort des patients. Donc, on a plusieurs projets, je peux vous les mentionner rapidement. On a un projet qui est peut-être un peu plus mature, qui touche une technologie qu'on a inventée il y a quelques années, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la biopsie liquide. Donc, c'est une manière de connaître en temps réel qu'est-ce qui se passe chez un patient atteint de cancer en tout simplement faisant un prélèvement sanguin ou un prélèvement d'urine. Donc, c'est une technologie qu'on a découvert, qu'on a brevetée et qu'on a commercialisée, qui est présentement disponible soit via d'autres chercheurs à travers le monde, ou même il y a des compagnies qui cherchent à implanter cet outil-là au niveau diagnostic. On a également des projets qui touchent à essayer de développer des nouvelles thérapies ciblées. Donc, on a des outils très puissants qui nous permettent de déterminer qu'est-ce qui sont les points faibles dans un cancer. Et en sachant quel est le point faible, ça nous donne des opportunités de développer des stratégies thérapeutiques. Et le dernier volet qui est le plus récent, qui a été développé dans les derniers 5 ans, c'est l'utilisation intelligente des micro-ondes pour développer des sondes pour faire de l'ablation tumorale. Donc, cette technologie-là existe depuis quelques années, mais c'est une technologie qui est un peu, disons, désuète. On a eu la chance de recruter un chercheur expert en micro-ondes qui, lui, a développé des sondes intelligentes qui peuvent calculer l'énergie nécessaire à livrer et le temps qui est nécessaire pour que ça soit livré pour minimiser un peu la destruction de tissu normal puis de maximiser la destruction de la tumeur. Donc, avec ces 3 projets-là, on a les mains pleines, si on veut. L'équipe de l'Institut est maintenant rendue à plus de 60 personnes. Donc, des personnes qui ont des formations postgraduées, des PhD, des maîtrises et ainsi de suite. Ces personnes-là viennent de 5 continents à travers le monde. On recrute globalement. On est chanceux au fil des ans. La base technologique et l'expertise qu'on a ici dans la région nous permet d'attirer les meilleurs chercheurs de partout à travers le monde. Notre budget global annuel est environ 5 millions de dollars. Donc, la plupart de ça vient soit des octrois du gouvernement ou des revenus qu'on peut générer à l'interne.
avec ces personnes-là, je suis fier de dire que sur les 65, 66, il y en a probablement près la moitié qui vivent à Dieppe, l'autre moitié probablement à Moncton, puis je pense qu'il y en a un ou deux qui vivent à Riverview, donc quand même, Dieppe est un endroit de choix dont toute la haute direction, on vit à Dieppe présentement. Donc, c'est ça. On est pendant notre dernière campagne, c'est une chose intéressante, puis c'est en fait intéressant que le recteur a parlé avant. Où serait l'Acadie sans l'Université de Moncton? Je pense qu'on peut également dire où serait l'Institut sans l'Université de Moncton, parce que il y a beaucoup de gradués de l'Université de Moncton qui travaillent à l'Institut. Et au fil des ans, les partenariats avec l'université se sont solidifiés. Puis, je dirais que ça s'est soldé dans un très beau projet que vous pouvez certainement voir si vous passez au coin de l'avenue Université et Providence, le nouveau centre de médecine de précision, qui est un projet de très longue haleine. Ça fait depuis 2007 qu'on travaille sur ce projet-là. Il est maintenant complet. Les partenaires sont soit aménagés ou en train d'aménager dans l'édifice. Et c'est vraiment, un peu comme le recteur le disait, c'est l'innovation, la recherche, puis de l'amener plus loin. Donc, tu sais, 20 ans passés, il n'y avait pas de recherche biomédicale au Nouveau-Brunswick. Maintenant, il y en a, puis on est parmi les meneurs au niveau canadien et mondial à certains niveaux. Donc, je pense que c'est quand même c'est important d'en parler, puis c'est important de réaliser qu'on fait des belles choses ici dans la région. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous relater sur notre campagne puis la contribution de Dieppe. On apprécie beaucoup. Et un peu en primeur, on a fait un petit vidéo pour souligner notre 20e anniversaire, mais également pour donner un avant-goût aux gens de la région sur le genre d'activité qui se passe dans le nouveau centre de médecine de précision. Vous êtes toujours tous les bienvenus pour venir visiter, mais pour ceux qui ne peuvent pas, au moins vous saurez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs. Donc, ça dure à peu près 120 secondes. Donc, si vous me permettez, je vais le faire jouer. Bien sûr. Chaque détour commence avec un rêve. Le nôtre, il a commencé il y a 20 ans. Après 4 ans, on a reçu notre premier don. Et en 2006, on est devenu l'Institut de recherche du cancer dans l'Atlantique. Au cours des années, des organisations nous ont aidés à réaliser notre rêve. En 2008, on a eu des moments avec notre première campagne en capitaux. Et en 2010, on a reçu encore plus de l'appui du gouvernement pour réaliser notre rêve. Parce que lorsqu'un rêve est réalisé lorsque tout le monde y croit. Au cours de 20 ans, le centre a rêvé à réaliser un rêve. C'est le premier de notre région. C'est un partenaire au Canada. Un catalyseur pour l'économie et une contribution à la collectivité. Et là, on est prêt à aller encore plus loin avec un nouvel établissement, avec le potentiel pour de nouvelles découvertes et des rêves plus grands. Du moment que vous arrivez, vous savez que là, il va y avoir des belles choses qui vont avoir lieu. À développer un centre comme celui-là qu'on est dans aujourd'hui. Et ça a été tellement un rêve inatteignable pendant longtemps. Aujourd'hui et à chaque matin, lorsque je rentre dans l'édifice, il faut presque que je me pince pour me convaincre que c'est enfin vrai. Chaque aspect de l'établissement se concentre pour passer du laboratoire au patient le plus rapidement et le plus sécuritairement possible. En tant que chercheur, on a besoin d'un bon truc. La bonne disposition du laboratoire nous aide à collaborer. Lorsque je suis arrivé ici, dans la nouvelle installation, je vois que nous peut s'épanouir, agrandir, parler de nouvelles idées et être très innovateur. On passe de nos idées à la réalisation. J'ai dit qu'il tente de faire baisser
casser les barrières, puis de permettre la communication. Donc les gens renforcent cette idée-là de travailler en collaboration, en coopération avec leurs pairs. De déclencher avec ce nouvel édifice permet de penser qu'on est capable de rêver à qu'est-ce qu'on va faire dans les années à venir parce que le potentiel est au maximum présentement. Le travail des 60 personnes du centre a le potentiel d'en aider tellement. Alors, s'il vous plaît, participez à notre avenir. On veut rêver encore plus grand, ensemble, avec vous tous et toutes. Merci beaucoup, M. Ouellet. Question de la part des membres du Conseil, commentaire. Oups, OK. Juste comme j'allais dire, on va passer à autre chose, mais non. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. C'était pas nécessairement une question, c'est plutôt une reconnaissance. Premièrement, joyeux anniversaire. 20 ans, c'est quelque chose. Et puis, félicitations parce que, M. Ouellet, avec tout votre leadership, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On est rendu, c'est une fierté. On est vraiment chanceux d'avoir un institut de recherche comme celle-là, ici, en région même, qui va nous amener des grands chercheurs et puis beaucoup d'avenir. Bravo, félicitations. Merci, Lise. Merci. Merci, Madame Marceneau. Merci, M. le maire. M. Ouellet, félicitations, moi aussi. La campagne de 5 millions que vous avez faite là, en 5 ans, puis c'était une réussite. Vous avez dit tout à l'heure que vous preniez 5 millions par année pour le centre de recherche. Vous devez avoir beaucoup d'autres fonds qui doivent rentrer pour être capable de continuer aussi bien que vous l'êtes. Oui, c'est que notre assiette de revenus est variée. Il y a la partie philanthropique qui est à peu près 1 million par année. Également les subventions qui sont à peu près entre 2 et 2,5 millions par année. Il y a également les revenus qu'on génère. Et une chose qu'on ne dit pas souvent, mais c'est parce que ça ne cadre pas parfaitement avec l'Institut de recherche, c'est que lorsqu'on a été créé, on a eu une responsabilité additionnelle, c'est que l'hôpital nous a demandé de gérer la clinique de fertilité. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis 20 ans et on ne compte pas nécessairement ces employés-là comme des chercheurs. C'est quand même des experts qui font un travail incroyable. Puis, la partie clinique de fertilité est autosuffisante. Donc, elle coûte et génère à peu près 1 million, 1,1 million par année. Donc, on ajoute ça au 5, si on veut. Donc, c'est ça un peu notre assiette fiscale. J'étais aussi très fière d'entendre la microablation que vous faisiez. Comment vous avez dit ça encore? L'ablation. Par micro-ondes, oui. Par micro-ondes. C'est fantastique, ça, que vous êtes capable de mesurer ça. Puis avoir la période de temps aussi à mesurer, la force, puis la période de temps pour anéantir le cancer ou la tumeur. On a été très chanceux. On a eu la chance de recruter un chercheur de renommée. C'est un expert mondial en micro-ondes. Il avait décidé de prendre sa retraite. Puis il avait déjà passé par l'Université de Moncton. Puis il a décidé de venir se retirer ici. Puis de bouche à oreille, il nous a trouvés. Puis il a dit, je suis un peu tanné là. J'ai des idées pour appliquer ma technologie pour cette problématique ici. Je pense qu'il y avait 19 brevets avant qu'il arrive à l'Institut, puis je pense qu'il est rendu à 3 déjà, là, chez nous, en 4 ans. Là. Donc, c'est quand même, c'est une machine. Là. Il n'arrête jamais de penser. C'est excellent. Merci beaucoup. C'est formidable. Merci, Mme Arsenault. M. Cormier. Merci, M. le maire. Petite question. Est-ce que vous avez des statistiques durant les 20 ans que l'Institut a commencé sur le taux de réussite dans le combat contre le cancer? Peut-être ça vous prend brûle au point, là. C'est d'en mettre beaucoup sur nos épaules parce que quand même, nous, on soigne pas les patients.
Mais si je peux me l'approprier un peu, c'est que dans les derniers 20 ans, les statistiques sont nettement mieux. T'sais, à tous les ans, on dit ça, le cancer, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Les pourcentages de survie s'améliorent à chaque année. Là, on est rendu à peu près 2 patients sur 3 qui vont survivre au-delà de leur maladie. Nous, qu'est-ce qu'on a fait à l'Institut? Je pense qu'en termes concrets, là, tangibles, on a amené des technologies dans la région qui autrement, surtout dans les contextes économiques qu'on pense maintenant, ça aurait été très difficile pour que nos hôpitaux, puissent se les payer, puis 2, qu'ils puissent avoir l'expertise pour les opérer. Donc, on pense tout de suite à tout ce qui est les technologies de séquençage modernes qu'on opère au centre. Vous avez vu des photos dans le petit vidéo là, d'appareils qu'on est 2 ou 3 ou 4 au Canada à avoir ces appareils-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que nous, on peut prendre un échantillon d'un patient, trouver qu'est-ce qui marche pas. On donne cette information à l'oncologue. L'oncologue choisit le médicament approprié, puis le patient a une meilleure chance de survie. Si on n'a pas ça, on est un peu en train de tirer dans le noir, là. Donc, on a besoin de ça. Puis, je pense qu'on a eu un rôle à jouer à amener ça au Nouveau-Brunswick. Merci, M. Cormier. M. Golette. Merci, M. le maire. Dernièrement, c'est une curiosité de ma part, dernièrement, il y a eu une annonce de l'autre côté de la rue pour un investissement de presque 500 millions au niveau de pêche océan pour le centre de recherche. Et lors de l'annonce, ils ont référé une couple de fois à votre institution dans le sens qu'il y avait des pistes de collaboration qui pourraient se faire entre les laboratoires qui vont être installés là, c'est-à-dire qu'ils vont équiper les laboratoires avec des équipements exceptionnellement modernes. Puis, je suis curieux de savoir de votre côté comment est-ce que vous voyez cette collaboration-là, parce que j'assume qu'il va y avoir beaucoup de scientifiques qui vont être présents à ce centre-là. Oui, vous avez raison. C'est une opportunité incroyable pour la région d'avoir cet investissement-là. Surtout que ça va amener différents ministères, pas seulement les pêches, mais Environnement Canada, l'Agence d'inspection des aliments, puis Parc Canada, je pense, qui vont être là-dedans. Ça va amener un bassin de chercheurs assez impressionnant dans la région. Nous, ça fait depuis des années, je dirais 2 à 3 ans, depuis que ce projet-là a été premièrement conçu, qu'on est impliqué parce que le ministère de Pêche et Océan veulent que ça soit collaboratif. Ils veulent que les partenaires des universités puis des centres de recherche puissent également bénéficier de ces investissements-là sous forme d'échanges, d'expertise ou d'équipement. Nous, c'est un peu stratégique. On est bien intéressé d'avoir toute cette expertise-là littéralement à l'autre bord de la rue, parce que nous, ça peut peut-être nous aider à valoriser certaines des plateformes technologiques qu'on a. On a un appareil, comme j'ai dit, on est parmi les seuls au Canada à l'avoir, un appareil de 1,3 million, et c'est une machine qu'il faut qu'elle roule. Puis, si elle peut être utilisée par d'autres, ça va la rendre moins dispendieuse à opérer, mais également, ça va bâtir l'expertise. Il y a une chose un peu cocasse, c'est quand je vais discuter avec les gens de Pêche Océan, je leur dis que je les ai à l'œil parce que la plupart des gens qui travaillent dans le département diagnostic de recherche à Pêche Océan, ils ont tous passé par chez nous. Donc, on est un peu le club école de Pêche Océan. Donc, salle de recrutement. Je leur dis à un moment donné, il ne faut pas vous en recruter trop en même temps parce que nous, il faut les entraîner. Là, donc, mais c'est bien parce que c'est quand même des belles opportunités de carrière. Puis si des gens peuvent aller de leur formation à l'Université de Moncton, venir chez nous, être entraînés, puis se trouver des bons jobs à Pêche Océan, on est bien contents. On aime les garder aussi. Là, mais... Oui. Merci. Merci. Oui, c'est certain que c'est important qu'on garde nos cerveaux dans la région aussi. Arrêter de les exporter. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Ouellette, je vous félicite pour le travail que vous faites à l'Institut. Je vois régulièrement dans les médias certaines découvertes que vous faites à votre Institut, puis la reconnaissance mondiale que vous recevez.
puis on est très fiers de ce que vous faites. Je suis très content aussi que vous aviez réussi à obtenir le centre de médecine de précision. Je pense que c'est un outil pour vous autres qui va vous apporter encore plus loin. Alors, merci beaucoup pour votre travail. Merci, M. Thibodeau. Le centre était rendu une nécessité parce que au niveau de l'obtention des octrois, on n'avait plus de capacité d'embaucher du monde. Il fallait presque qu'une personne s'en aille pour en embaucher une. Donc, on était limité vraiment par nos infrastructures. Donc, quand je dis que le potentiel est à son maximum, je pense que l'avenir s'annonce bien. Là. Ouais. Et c'est important aussi d'attirer des experts dans le domaine de partout. Merci, M. Thibodeau. M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. M. Ouellet, merci pour la présentation. C'était super. Je vous demande une question au DG, revenant pour la campagne. Notre entente avec la CRI finie, c'est ça tout de suite? Donc, c'était une entente de combien d'entente puis combien d'argent par année qu'on donnait? C'était une entente pour 5 ans pour 10 000 par année. Et se termine cette année. Puis là, ça sera partie du nouveau processus budgétaire si on a une nouvelle demande, c'est ça? Alors, pour le moment, on n'a pas de demande. On a déjà même commis cet argent-là l'an prochain pour une autre organisation. Alors, tout de suite, on n'a pas de demande sur la table. Parfait. OK. Je voulais juste confirmer ça, puis faire sûr. Comme je crois que tous les conseillers autour de la table, je crois que le centre de précision et qu'est-ce que vous faites, M. Ouellet, est quand même quelque chose de spécial pour une région. Je crois qu'on est tous des chefs de claque sur le dossier ici, puis c'est quelque chose que, comme le conseiller Godette vient juste de dire, il faut non seulement investir, mais il faut garder nos gens ici. Là, donc, c'est quelque chose qui est a priori, puis on va continuer à être, j'espère, appuyer les bonnes démarches. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Rodney, ça fait plaisir de te voir ici ce soir, puis avec tous les détails qui ont été apportés. Puis je pense que tu peux voir de l'intérêt qui a suscité beaucoup de questions de la part des membres du Conseil. C'est important pour les membres du Conseil de l'entendre. On aime de voir le progrès qui est fait pour notre région dans tous les sens. Et encore une fois, je te remercie pour ta présence ici, mais aussi ton dévouement et ton engagement envers notre communauté. Merci beaucoup. Merci pour votre appui, c'est très apprécié. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, M. Ouellet nous disait que c'est dur de suivre M. Pierre-Paul Couturier, ou Jacques-Paul Couturier plutôt, mais M. Nadeau, là, toi aussi, tu as des grosses chaussures, des grosses pointures à remplir. Aucun problème, M. le maire. Merci. Alors, pour une mise à jour sur la construction de notre beau Uniplex. Exactement. Bonsoir, M. le maire, membre du Conseil. La dernière mise à jour date quand même du début juin. Donc, depuis le début juin, je peux vous dire qu'on n'a pas chômé sur le chantier. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé, comme vous allez le voir ce soir. Donc, on parle d'environ une cinquantaine de travailleurs présentement sur le chantier depuis les dernières semaines, derniers mois. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent sur le chantier comme tel. Ça va très bien. Ici, mise à jour à partir depuis le début juin, disons. Les fondations sont terminées, ainsi que la structure métallique. Ça aussi, c'est terminé à 100%. Vous avez remarqué probablement que le toit aussi est complètement terminé. Il y a quelques petites choses à faire encore. La membrane extérieure, la membrane blanche là, qui est le plus visible de loin, elle est presque terminée. Il reste seulement la partie nord du complexe ou de l'uniplex, donc vers la rue Gould, l'arrière du bâtiment, qui reste à faire. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Il y avait encore quelques petites affaires à faire avant de pouvoir couvrir cette partie-là. Le plancher du premier étage est environ à 50% terminé. Dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment le plancher de ciment là, de la glace comme tel. Ça fait que ça couvre quasiment l'autre 50% là, du premier étage. Donc, c'est pour ça que tout le reste est fait.
Le plancher du deuxième étage est complètement terminé au niveau du béton et le reste. Avec ça, de notre côté, ça fait quelques semaines que c'est fait. Les estrades, pas les sièges, mais les estrades sont maintenant placées. Donc, vous allez voir dans les photos que ça commence à apparaître, ça commence à prendre forme de l'intérieur comme de l'extérieur. Les services souterrains sont placés et les éléments mécaniques sont très bien avancés. Là, on parle plomberie, électricité, HVAC, qui est au niveau de l'évacuation d'air, des choses comme ça. Ça fait que ça, c'est bien avancé, même plus avancé qu'ils pensaient rendu à ce point-ci. Donc, ça va très, très bien. Qu'est-ce qui s'en vient? Bon, c'est les portes et fenêtres qui s'en viennent en octobre. Pour être roof tight qu'ils appellent, ou que l'extérieur soit terminé probablement d'ici à la fin octobre. Là, on va complètement être en dedans du complexe qui, avec la température, on est bien content. Les matins commencent à être frais, puis les soirées commencent à être fraîches aussi. Donc, nous, de notre côté, on veut être en dedans le plus tôt possible pour pouvoir continuer les travaux à l'intérieur. Dans les prochaines semaines, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment l'installation du système de réfrigération comme tel. Donc, toutes je vais le dire comme ça, les pipes au niveau de la réfrigération seront installées pour pouvoir, encore là, mettre le plancher de ciment par-dessus pour qu'on ait nos deux patinoires. Ça fait que ça, c'est ça qu'on se concentre dessus dans les prochaines semaines. Si vous me permettez, ici, comme que je l'ai dit, ça, c'est l'estrade, la glace principale, que ça fait quand même une semaine et demie. Là, c'est complètement terminé de notre côté. Fait que ça commence à prendre forme. On commence à voir les détails qu'on voit sur les plans directement sur le chantier ou sur le terrain. Ça ici, pour vous situer, c'est au deuxième étage, c'est entre les deux glaces. Donc, vous pouvez voir, ça paraît pas, mais c'est quand même très, très grand. Le plafond est quand même une hauteur de 25 pieds et on parle d'une largeur d'un peu plus de 30 pieds au niveau entre les deux glaces. Donc, la place publique où les gens vont pouvoir avoir il va y avoir les concessions ici, il va y avoir des chaises pour s'asseoir, la place publique là, est quand même assez impressionnante. Là. Puis, je peux vous dire que quand j'ai pris la photo, là, il y avait encore un petit peu de corridor en arrière de moi. Là. Ça fait que vous pouvez voir un petit peu qu'est-ce que la grandeur là, ou l'ampleur du complexe. Là, on parle de la glace secondaire. Ici, on voit la rangée de sièges qui va avoir lieu dans les prochains mois de notre côté. Ça fait que ça aussi, c'est très bien avancé. La glace principale d'un autre angle, comme vous pouvez voir, les deux côtés sont maintenant faits. Les sièges comme tels devraient être installés dans environ 2 mois d'ici, environ plus ou moins. Donc là, on va vraiment voir qu'est-ce que ça va ressembler là, de ce côté-là. Au niveau de l'extérieur, je l'ai mentionné, la membrane, ou il appelle ça le IMP, est presque terminée. Il y a juste la partie arrière qui n'est pas encore faite. Donc ça, c'est la partie avant du complexe, le nuplex. Le côté ouest qui est terminé aussi, ainsi que le côté est ou le côté de la rue du collège. Là, encore là, ça fait peut-être une semaine et demie, mais là, il n'y a plus de trous. Là. Ça fait que tout est bouché de ce côté-là, là, du côté est aussi. Ça fait que ça, c'est ça les avancements qu'on a faits depuis plusieurs mois. Il y a tellement de choses qui ont été faites aussi, comme je l'ai mentionné, au côté mécanique. Des fois, c'est un peu plus long de ce côté-là, mais la structure est complètement terminée de notre côté. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Question de la part des membres du Conseil, M. Leblanc. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, Jason. Merci pour la présentation. C'est beau de voir que ça avance. La seule question, c'est que, de clarification, est-ce qu'on a trouvé une manière, ou est-ce qu'on pense avoir une manière de récupérer le système de réfrigération pour récupérer les chaleurs qui vont être émises? Oui, je n'irai pas en détail avec comment ça va marcher, mais le 100% de la chaleur ou de l'énergie qui est réutilisée ailleurs.
On parle du chauffage dans les pièces, des choses comme ça. Fait que ça, c'est 100% est réutilisé avant de le rejeter à l'extérieur. Ça fait que nos arénas datent quand même de, bon, il y en a une de 72 et l'autre de 2002. C'est sûr que la technologie a avancé depuis ce temps-là. Puis là, ils ont trouvé un moyen pour tout utiliser, tout ce qui est utilisable, disons, comme énergie, avant de la rejeter à l'extérieur. Ça fait que c'est très, très efficace comme système. Très efficace d'utiliser ton système de réfrigération pour réchauffer ta bâtisse. Oui, exactement. Ouais. Merci. C'est une excellente question, puis peut-être qu'on devrait essayer d'avoir un expert venir nous présenter les vrais faits, parce que c'est le genre de statistiques qui, je suis convaincu, pourrait être inclus aussi dans dans nos résultats de réduction des gaz à effet de serre et notre plan de communauté durable. Bonne idée. C'est pris en note. Okay. Merci. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai la question qui tue. Du côté budget et échéance, est-ce qu'on est à jour? On est à jour, on est à temps et on est selon les budgets qui avaient été annoncés au début. Nous, de notre côté, on ne voit pas de problème à atteindre nos objectifs et atteindre notre budget. Je le répète plusieurs fois par jour, probablement. Ils sont peut-être tannés de l'entendre, mais ils savent les budgets qu'on a travaillé avec. Et il y a plusieurs non. Il y a certaines choses qu'on fait en échange, mais lorsque ça nous coûte quelque chose, c'est catégorique, on ne le fait pas. Ça fait que, d'accord. On est selon les budgets. À quel moment, à mesure que la construction va avancer, qu'on aurait l'occasion d'aller visiter un curieux? On est en train de planifier une visite prochainement. OK, merci. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Merci, Jason, de ta présentation. Ça m'intrigue de voir, parce qu'à chaque jour, je passe devant puis je vois les petites choses qui changent. Juste une question simple. Là. Tout le côté avant de l'uniplex, là, la membrane est déjà tout installée. Ce qu'on voit qui n'est pas fermé, est-ce que ça va tout être du vitré? Exactement. Toute la longueur? Toute la longueur, c'est tout du vitré. Ça, vous allez voir ça dans les prochaines, justement, là, à partir du début octobre, presque. Là, vous allez voir, c'est tout vitré. La partie en dessous, disons, là, ça sera du briquelé. C'est vraiment de la brique là, qui va encadrer la membrane là, à l'avant du complexe. Oui. C'est tout. Merci, Jason. Merci. Merci. Je pense que c'est tout. Pas d'autres questions? Non. Alors, merci bien pour votre présentation, M. Nadeau. Merci. Et on a bien hâte pour la visite. On a aussi hâte qu'on puisse recevoir la visite. Alors, un item qui a été ajouté à notre ordre du jour était une présentation de Mme Nadia Danfous pour nous parler du 10e anniversaire du centre aquatique de Dieppe. Oui, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les membres du conseil. Alors, j'ai piqué la curiosité de venir vous parler et pour ça, cette invitation ici ce soir. Alors, c'est bien, comme on a annoncé la semaine passée, on va être prêt à ouvrir samedi avec le retour suite des différentes réparations qu'on a faites. Alors, on va célébrer les 10 ans du centre aquatique le 21 septembre. Je voulais juste faire un petit mise à jour des opérations qui se déroulent depuis 10 ans au centre aquatique. Je vous ai présenté une petite présentation et par la suite, un petit peu juste vous parler de l'horaire qu'on a organisé pour cette journée. Alors, au centre aquatique, présentement, dans les dernières années, on a à peu près 50 000 visiteurs, participants qui participent à notre programmation régulière. Ça n'inclut pas les cours de natation. On a présentement 84 heures d'opération, de programmation libre
soit pour du bain de longueur, et que ce soit pour les bains publics, et que ce soit pour les baignades pour les adultes ou les bains préscolaires. Alors, quand on avait ouvert en 2009, on opérait à l'entour de 64 heures d'opération de programmation. Alors, à mesure qu'on grandit, à mesure que l'équipe des sauveteurs, moniteurs grandit, on réussit à bien s'en servir du centre aquatique. Alors, on a aussi cinquantaine de sauveteurs, moniteurs. On ne peut pas opérer sans avoir les expertises de nos sauveteurs, moniteurs, qu'on forme directement, la majorité, directement au centre aquatique avec leur formation, ou qu'ils se font former dans nos autres piscines extérieures aussi, qu'on a un excellent partenariat avec. Alors, différentes visages de différents jeunes qui commencent des carrières avec nous à la ville de Dieppe, qui sont opèrent à l'année longue et qui en gardent durant l'été, ou que durant l'été, on baisse beaucoup le nombre d'opérations parce que là, côté sauveteur, employés peuvent partir, on baisse à l'entour d'une douzaine pour l'été parce que là, ils vont travailler à temps plein. Pour nous, il y en a qui vont être prêtés à d'autres centres à l'extérieur ou à la plage pour vivre d'autres expériences. Alors, les autres choses, c'est 96 heures d'opération pour la réception du bâtiment. Alors, on est là 96 heures par semaine pour du lundi au dimanche pour les citoyens. Puis, dans la prochaine acétate, c'est qu'on va parler un peu de nos accomplissements récents au centre aquatique. Une, c'est le comptoir de service, comme on a souvent parlé aux membres du conseil. C'est quoi qui a été présenté en 2015 avec l'ajout des factures d'eau, comme M. Alain avait mentionné quelques réunions passées. Alors, c'est faire les eaux et égouts, les permis de chien, les billets de transport, les permis de foyer, la vente d'eau en vrac pour la vente, mais l'achat, puis après ça, ils vont au centre d'opération pour se servir, pour de l'eau de la piscine, évidemment. Et la location des installations récréatives avec tous les paiements. Alors que les gens viennent pour location du pavillon Rotary, les terrains sportifs, les arénas, peuvent venir à n'importe quelle heure. Les employés à la réception sont pleinement entraînés pour pouvoir servir, pour prendre la location, répondre aux questions ou prendre même le paiement. Alors, depuis janvier 2015, le poste de réservation avait été changé dans ce changement-là pour le comptoir de service qui opère 96 heures par semaine. La structure aquatique qu'on a mis en place récemment avec notre coordonnatrice des programmes aquatiques, Mme Josée Galland, qui est là. Elle est avec nous depuis qu'on a ouvert le centre aquatique, a grandi dans son rôle. Elle est là pour vraiment surveiller pleinement sur nos sauveteurs, assurer la sécurité aquatique, qui est notre priorité numéro 1 au centre aquatique. Alors, elle est là pleinement pour tous nos cours de natation qui développent d'excellents programmes qui continuent à grandir à chaque année. Alors, avec son équipe à elle, qu'on a ajouté récemment un autre niveau de poste avec des moniteurs en chef puis des sauveteurs en chef, on les a donné une plus grande charge de responsabilité. C'était quoi qui a été mentionné par l'équipe de sauveteurs qu'ils cherchaient à avoir un différent niveau pour qu'ils puissent avoir des nouvelles responsabilités et grandir comme jeunes. Alors, ça a été un défi qu'eux voulaient se lancer et ça accompagne excellent pour Mme Galland dans toutes ses opérations avec tous les programmes. Le cours SWAD, c'est une abréviation de la Croix-Rouge, c'est Swimmer with a Disability. C'est un programme qu'au début, on a l'entour de 5 moniteurs, monitrices qui enseignaient du 1 à 1 avec des enfants qui ne peuvent pas opérer ou apprendre dans un environnement de groupe. Alors, on est maintenant présentement à l'entour de 33 clients qui sont dans un programme. Alors ça a augmenté. On a des listes d'attente aussi. On ne peut pas servir à toute la clientèle, mais on a quand même fait beaucoup de progrès à ce programme-là qui est très populaire pour nos familles ici dans la région. Les cours de natation, les activités aquatiques. Au début, quand on a ouvert, on a l'entour de 1600 jeunes qui faisaient des cours de natation dans une pleine année. Présentement, à travers toutes nos différentes saisons, on a l'entour de 3300 jeunes qui passent par nos cours de natation au centre aquatique, qui est énorme. Nous aquaformes durant le jour, qu'on a une excellente programmation. Quelques femmes et messieurs autour de la table qui en profitent bien ou qui en ont profité dans le passé. Alors, l'Aqua-Santé, qui est un programme qu'on a des aquaformes à 9 h le matin ou à 1 h dans l'après-midi, puis parfois à 2 h aussi, on a certains cours. Alors, en tout, 70 aînés
quelques messieurs aussi qui sont là, qui profitent du programme pour la mise en forme. Et 70 sont là régulièrement, puis sont abonnés pour le mois, peut-être autour d'une vingtaine qui ont une carte punch qui est nôtre. Alors, presque une centaine de gens qui sont abonnés dans la communauté des aînés qui profitent de ce programme. Nos membres annuels pour nos bains de longueur ou que ce soit des familles qui viennent au bain public régulièrement comptent à l'entour de 90 pour annuel et à l'entour d'une vingtaine pour mensuel. En plus de toutes les activités, on a aussi les fêtes, 470 fêtes environ par année. On a une clinique de physio, CBI, qui offre une location. Eux autres font la location privée de la piscine. Ils amènent leur clinique de physio directement dans l'eau où ils peuvent faire des mouvements et des différentes thérapies aquatiques qui ne peuvent pas être faites dans leur salle, dans leur bureau. Différents athlètes qu'on attend parler de la communauté. Alors, c'est une mise en forme, c'est santé mieux-être. On a aussi excellent athlète, Cédric Boily, qui a fait un Ironman à Mont-Tremblant, qui a très bien fait, qui enseigne aussi, fait la location privée, et enseigne ses connaissances à des triathlètes qui aspirent de compétitionner. Camille Frenette, de Dieppe, qu'on attend beaucoup, qui est en train de se préparer pour qualifier pour les Paralympiques. Et toutes sortes d'autres. Je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a plusieurs autres excellents clients qui servent de notre excellente centre aquatique. Pool Pod, c'est une autre chose qu'on a ajoutée aussi récemment avec l'aide d'une subvention et une contribution financière de la Ville de Dieppe. Et j'ai des photos dans la prochaine ici. Alors, puis le comptoir de service qui était le premier point là. Oui, je l'ai parlé, excuse-moi. Mais on a fait la rénovation. Alors ici, on est dans la photo. Alors, c'est une rénovation pleinement du comptoir qu'on puisse opérer avec 2 stations de travail pour plus offrir à la demande et à la popularité et être prêt à servir les clients. On a aussi en haut à droite la photo du Pool Pod, qui est un appareil unique ici au Nouveau-Brunswick. On est les premiers de l'avoir, qui donne accès libre aux gens en fauteuil roulant d'aller avoir accès directement à la piscine sans avoir besoin de l'aide d'un sauveteur pour leur assister. Puis une photo là, des jeunes dans les cours de natation. Alors, pour samedi, le 21 septembre, il y annonce beau. Je commence à surveiller la température, c'est supposé faire très beau. On a allongé un très long baignade de bain public qui sera de 15 heures jusqu'à 20 heures. On a un prix spécial qu'on offre pour le prochain mois. Alors, 2 $ par enfant et 10 $ par famille pour venir baigner pour le prochain mois puis se profiter de nos bains libres et des bains préscolaires. Alors, on aura des activités samedi, on aura des jeux gonflables dehors parce que c'est sûr que dans une piscine, on a un tel nombre de restrictions qu'on peut avoir à la fois pour la baignade. Alors, il y aura des activités extérieures aussi, avec différents goûters. Et un petit peu plus tard, on aura aussi un DJ qui pourra animer au bord de la piscine. Dans l'après-midi, pour les jeunes familles, on aura l'animation qui sera faite au bord de la piscine pour différents amusements. Alors, ça termine ma présentation. Je voulais juste vous parler un peu du centre aquatique, de tout son progrès et tout son succès qu'on a eu dans les derniers 10 ans. J'étais chanceuse d'être là avant l'ouverture de la piscine, juin 2009, que j'ai arrivé au centre aquatique pour nous ouvrir les portes en septembre 2009. Alors, je suis là depuis le début et c'est très plaisant de voir tout le progrès et comment elle est bien utilisée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Question de la part des membres du Conseil, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Franchement, félicitations. Je trouve que c'est bien. Vous avez eu des célébrités pour l'acheminement. Je trouve ça formidable. On est sûrement oublié, mais oui. Oui, des célébrités, c'est beau. Puis vous avez déjà augmenté de 64 à 84 les heures de programmation libre. Oui, certainement à mesure. Dans 10 ans, c'est très bien. Oui. Une augmentation de 20, là, juste ça. Là. Oui. C'est beaucoup. Vous avez augmenté le centre aquatique beaucoup depuis son début. Une question. Est-ce que tu crois que, franchement, on devrait avoir une addition, quelque chose qui... Trouves-tu que c'est suffisant pour notre communauté présentement ou qu'on devrait développer davantage?
côté aquatique, je pense qu'on est bien servi à qu'est-ce qu'on a. C'est sûr qu'il y a d'énormes frais d'opération à un bâtiment comme ça. Et sûr qu'il y a toujours eu le rêve d'avoir un deuxième étage pour qu'on puisse avoir une meilleure salle d'observation dans le bassin de natation. Alors, avec le complexe, c'est sûr, avec l'uniplex qui est maintenant... qui va avoir lieu, il y a des chances dans le futur à regarder qu'est-ce qui pourrait faire grandir le centre aquatique qui est un atout pour le centre dans le futur. Une autre petite chose, y a-t-il quelqu'un qui s'est plaint du coût pour aller à la natation? Comme 2 $. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se plaint? Puis si oui, est-ce qu'on a un moyen de les accommoder? Le frais comme tel du 2 $ est un spécial pour le prochain mois. Alors, c'est le prix le plus bas qu'on a jamais offert. Alors, on n'a pas de plainte. Une chose que j'ai mis en place suite à un projet scolaire dans mon autre temps, est l'abolition du casse de bain qui était requis obligatoirement, qui est l'achat d'un casse de bain de qualité pour réutiliser à l'entour de 13 $. Alors, pour une famille de 4, c'est au-delà de 50 $. Alors qu'une sortie familiale est maintenant, depuis le mois de septembre, est 20 $. Alors, quand tu recharges toutes ces casses de bain-là en plus, c'est sûr que ça devient énorme. Mais je n'ai pas de plainte. C'est sûr que dans nos cours de natation, on a un grand support et partenariat avec Projeunesse qui aide beaucoup, énormément. On a une grande clientèle. Projeunesse et Jumpstart et aussi MyRap avec le YMCA. Formidable, comme ça les autres clubs aident. Oui, et je pourrais peut-être ajouter un point avec le centre de ressources familiales qui ont souvent fait des locations de leur baignade privée pour laisser les familles se déplacer à prix réduit. Et tous les mardis à l'année longue, nos bains publics, c'est 2 $ pour les enfants à l'année longue. J'ai oublié de souligner ça. Formidable, merci. Merci. Merci, Mme Arsenault. Quelqu'un d'autre? Sinon... Merci pour votre présentation, Mme Danfous. Merci, bonne soirée. Et à moins que c'est la fin des présentations pour ce soir, alors merci à tous pour les excellentes présentations et bonne fin de soirée à tous.